Il était environ 6 heures du matin lorsque j'ai ouvert la porte de ma maison isolée dans les montagnes pour respirer l'air frais de la forêt, plein de l'odeur des pins et de la rosée du matin. Moi, Aden Brody, ancien journaliste et désormais écrivain débutant, je n'étais pas encore complètement réveillé. Je venais de sortir avec ma chemise de flanelle usée et mes bottes miteuses, en bâillant et en rêvant d'un café fort pour m'aider à me réveiller et à commencer une autre journée dans mon isolement volontaire au milieu de la nature. Et à ce moment-là, je me suis figé, comme si j'avais été frappé par l'électricité, car là, à quelques pas de moi, se trouvait un énorme ours noir. Sa présence semblait remplir tout l'espace autour de moi, rendant l'air lourd et immobile. L'animal ne bougeait pas, il ne grondait pas, il ne montrait aucun signe d'agressivité, il se tenait simplement sur mon porche, respirant lourdement, le corps tremblant, la fourrure emmêlée et mouillée par endroits, comme s'il venait de sortir d'une rivière troublée ou d'un violent combat avec un ennemi inconnu. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les yeux de l'ours, sombres, humides, presque humains, et ils avaient l'air de pleurer. Les larmes coulaient sur son visage comme un robinet cassé. Je n'avais jamais vu un animal sauvage vraiment pleurer de ma vie, et cette vision m'est allée droit au cœur, me faisant oublier toute peur de cette créature puissante qui aurait pu m'écraser le crâne d'un seul coup de griffe. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que l'ours tenait dans sa gueule un petit ourson sans vie, les pattes pendantes, la tête penchée sur le côté, sans aucun signe de vie, comme une poupée de chiffon laissée tomber par un enfant imprudent. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un ours, mais d'une mère avec un bébé mourant. Il avait envie de claquer la porte et de fermer le vieux fusil accroché au mur de la cuisine, réaction naturelle de quiconque trouve une bête sauvage à la porte de sa maison. Mais quelque chose dans sa façon de se comporter, dans ce désespoir maternel silencieux, m'a arrêté. Cela m'a donné l'impression que ce n'était pas une menace, mais une mère au bord d'une tragédie trop profonde pour que je puisse la nommer. Mon cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater entre mes côtes, et je reculais lentement sans quitter l'ours des yeux. À ma grande surprise, elle m'a suivi d'un pas prudent et avec une délicatesse presque humaine, elle a laissé son bébé sur le parquet du porche. Puis il recula, se redressa sur ses pattes arrière et me regarda sans cligner des yeux, comme s'il attendait quelque chose que je ne comprenais pas encore. Contre tous mes instincts de survie, contre ce que j'avais entendu sur les attaques d'ours, contre tous les avertissements des gardes du parc, je me suis agenouillé devant l'ourson immobile. Il avait l'air si petit, pas plus gros qu'un cocker de taille moyenne, avec ses côtes saillantes et du sang séché sur une oreille. Et juste au moment où j'étais presque sûr qu'il était mort, sa poitrine a bougé, juste un tout petit mouvement, si petit que je l'aurais peut-être manqué si je n'avais pas observé aussi attentivement. J'ai regardé la maman ours, qui me regardait toujours avec un regard étrange et complice d'espoir, et les mots sont sortis de ma bouche avant que j'aie eu le temps de réfléchir. Je vais essayer, d'accord? Je vais essayer de t'aider. L'ours ne bougeait pas, comme si elle comprenait chaque mot que je disais. Le cœur sur le point d'éclater, j'ai doucement enveloppé l'ourson tremblant dans ma chemise en flanelle et lentement, sans mouvement brusque, je suis rentré dans la maison. Je m'attendais à tout moment à un grognement ou à une attaque, mais l'ours restait silencieuse, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. À l'intérieur, j'ai laissé l'ourson sur le canapé et je me suis dépêché de ramasser tout ce qui pouvait l'aider. Des serviettes, un coussin chauffant, des bouteilles d'eau, agissant plus par instinct que par connaissance. Je n'arrêtais pas de regarder par la fenêtre où l'ours était toujours assise, une ombre immobile avec les yeux fixés sur ma maison. Il n'était pas froid au toucher, ni mou, mais il n'avait pas complètement disparu. Et je me suis retrouvé debout au milieu de mon salon, tenant cette petite créature presque sans vie, pensant, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une étrange rencontre avec un animal sauvage, ni d'un étrange coup du sort. C'était autre chose, quelque chose qui m'avait choisi, malgré toutes les lois de la nature et du bon sens. Je n'étais pas du tout préparé à assumer cette responsabilité, mais il semblait que Mère Ours l'était. Elle avait choisi de me faire confiance et restait tranquillement à attendre à l'orée de ma propriété, surveillant ma maison toute la journée pendant que j'essayais de sauver son ourson, qui refusait apparemment de quitter ce monde sans se battre. Le chiot était allongé sur mon canapé parmi les serviettes, immobile et froid.
Je m'agenouillai avec précaution, pressant 2 doigts contre ses côtes pour essayer de sentir son pouls ou voir s'il respirait. Ne ressentant rien avec certitude, j'ai retenu mon souffle et me suis penché suffisamment près pour sentir l'odeur terreuse et forestière de sa fourrure mouillée, mélangée à l'odeur métallique du sang. Et juste à ce moment-là, je l'ai senti, la légère montée et descente de sa poitrine, un souffle faible mais réel qui m'a fait expirer de soulagement. Tu es vivant, petit. Tu es toujours là avec nous. J'ai enveloppé le chiot dans ma chemise en flanelle et me suis précipité vers l'arrière-boutique, où j'ai trouvé un vieux radiateur. Je l'ai branché, je l'ai mis à pleine puissance et j'ai étalé tous les objets mous que je pouvais trouver aux couvertures, serviettes, oreillers hauts pour construire une sorte de nid chaud pour mon petit patient. Il respirait lourdement. Il bougeait à peine sa poitrine et une de ses pattes postérieures semblait étrangement raide, comme si elle était cassée ou paralysée. Autour d'une oreille, le sang avait séché en une croûte sombre, et il était clair qu'il ne s'agissait pas simplement d'épuisement ou de faiblesse. Quelque chose de grave lui était arrivé. Dehors, j'ai entendu des grattements. En regardant par la fenêtre, j'ai vu que la maman ours était toujours là, assise comme une statue antique, observant patiemment la maison où reposait son ourson. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Rachel Kowalski, la vétérinaire la plus proche que je connaissais, même si elle s'occupait habituellement d'animaux de ferme. Rachel, c'est Aden. J'ai un ours à la maison. Il est très gravement blessé. La mère me l'a amené et l'a laissé sur mon porche. Il attend toujours là dehors. Il y eut une longue pause remplie de doutes avant que Rachel ne dise finalement, « Aden, es-tu sûr que tu n'as pas bu ?» Non, sérieusement. Je suis complètement sérieux et je n'ai pas le temps de m'expliquer. Que dois-je faire pour le garder en vie? Après une autre pause, il soupira et commença à me donner des instructions claires. Réchauffez-le. Vérifiez s'il y a des saignements ouverts. Ne lui donnez pas encore de nourriture solide, juste des liquides. Vous pouvez faire un mélange de miel et d'eau tiède et le lui donner goutte à goutte. J'appellerai Ginny. Je travaillais dans un centre de réhabilitation de la faune. Attendez, nous y serons bientôt. J'ai raccroché et je suis allé à la cuisine, où j'ai trouvé une vieille bouteille de miel brut. Je l'ai mélangé avec de l'eau tiède, avec une seringue, ce qui se rapproche le plus d'un compte-gouttes que j'avais. J'ai ouvert soigneusement la gueule du chiot et j'ai laissé tomber quelques gouttes de liquide à l'intérieur. Au début, il n'a pas réagi, mais après plusieurs essais, sa petite langue a légèrement bougé et j'ai ressenti un élan d'espoir. C'est ça. Allez, petit combattant, reste avec moi. Je me suis assis à côté de lui pendant probablement plus d'1 heure, parlant, fredonnant, me maudissant parfois dans ma barbe par impuissance. Tout cela pendant que la maman ours restait complètement immobile dehors. Quand j'ouvris un peu la porte, il releva la tête, me regarda dans les yeux et la baissa de nouveau. Ce simple mouvement a démontré une confiance si inattendue que je m'en souviens encore et je me demande comment un animal sauvage a réussi à surmonter sa peur d'un humain. À midi, le chiot a bougé sa patte pour la première fois, juste un peu, paresseusement, comme s'il vérifiait si ses muscles travaillaient encore. J'ai éclaté de rire de soulagement, ignorant les larmes qui coulaient sur mes joues. « Tu ne vas pas mourir aujourd'hui, mon petit, pas sous ma surveillance, » murmurai-je en regardant le chiot, même si au fond j'étais paniqué, pleinement conscient que j'étais juste un écrivain avec une poignée de serviettes et un radiateur, essayant de sauver un animal sauvage dont je ne savais rien. À midi, mon salon ressemblait à une folle clinique vétérinaire. Il y avait des couvertures partout, des serviettes empilées. Le chauffage était allumé à pleine puissance et l'ourson était allongé juste devant, emmailloté comme un nouveau-né, une patte dépassant. La blessure sur sa patte avait recommencé à saigner, et quand j'ai regardé de plus près, elle ressemblait à une morsure enflée, rouge et clairement infectée, qui pourrait le tuer plutôt que le froid ou l'épuisement. J'ai pris du peroxyde d'hydrogène, que j'utilise habituellement pour soigner les coupures. J'en ai trempé un chiffon et je l'ai soigneusement pressé sur la plaie. Le chiot frissonnait et étrangement, cela me faisait plaisir. La douleur signifiait qu'il se battait toujours, que son système nerveux fonctionnait toujours. La maman ours n'avait pas bougé d'un pouce. Elle était toujours assise là,
avec son énorme corps complètement immobile, mais ses yeux suivaient chaque mouvement, chaque ombre à l'intérieur de ma maison. J'ai ouvert un peu la porte et j'ai dit doucement, « Tiens bon avec nous, mais accroche-toi. » Bien sûr, elle n'a pas répondu, elle n'a pas grogné, elle a juste pris une profonde inspiration comme si elle comprenait le sens de mes paroles. Je suis retourné à l'intérieur et je me suis assis par terre à côté du chiot. Je lui ai donné plus d'eau de miel et cette fois il a claqué sa langue plus clairement, essayant de lécher le liquide sucré. Un petit mais définitif signe de progrès. Mon téléphone a sonné. C'était encore Rachel. Ginny dit que tu es fou, mais elle va t'apporter des médicaments. Il sera là dans quelques heures. Dieu merci. Sa patte saigne. Cela ressemble à une morsure et je pense qu'il a de la fièvre. Je lui ai dit rapidement. Gardez-le au chaud. Ne faites pas de mouvements brusques. Continuez à lui donner des liquides. Pour l'amour de Dieu, n'ouvrez pas cette porte en grand. Cette maman ours ne restera pas sur place pour toujours, m'a prévenu Rachel. Et je savais qu'il avait raison. C'était déjà un miracle que la maman ours n'ait pas démoli les murs de ma maison à la recherche de son bébé, mais pour une raison quelconque, elle me faisait confiance et cela me rendait encore plus nerveux. Une heure passa, puis une autre. Il n'a plus commencé à bouger, essayant de se retourner, et j'ai murmuré doucement, doucement, mon pote, pas encore. Repose-toi. Puis il émit un son étrange, pas un grognement, pas un gémissement, quelque chose entre les deux, comme un jouet cassé revenant lentement à la vie. J'ai à nouveau soigneusement nettoyé sa patte. Le saignement ralentissait. La blessure était toujours rouge et enflée, mais elle ne semblait plus aussi dangereuse et c'était quelque chose avec lequel il pouvait travailler. Dehors, la maman ours a commencé à montrer des signes d'inquiétude pour la première fois. Il fit quelques pas d'avant en arrière, comme si son corps ne pouvait pas décider s'il devait rester ou partir, puis il se rassit à son ancienne place. J'ai allumé le poêle à bois pour réchauffer encore plus la maison, même si c'était déjà étouffant pour moi, mais le chiot avait plus besoin de chaleur que moi, d'air frais. Au crépuscule, les ombres bougeaient et un petit miracle se produisait. Le chiot a ouvert un œil, un seul, et m'a regardé. Il n'y avait ni sauvagerie ni peur dans ce regard, juste une conscience, comme s'il me voyait et comprenait d'une manière ou d'une autre qui j'étais. « Tu n'es plus seul, petit » murmurai-je, sentant en moi une étrange chaleur qui n'avait rien à voir avec le chauffage. Il cligna des yeux et se rendormit, mais pour la première fois de la journée, j'avais l'impression que j'y arriverais. Ce n'était pas une garantie ou une promesse, mais une opportunité que je n'avais pas eue ce matin-là. Lorsque Rachel et Ginny, la spécialiste de la faune, arrivèrent enfin, le soleil se couchait déjà. La mère ours s'était retirée dans l'ombre de la forêt, mais elle n'était pas partie. Il a continué à observer la maison à distance sécuritaire. « Mon Dieu, tu ne plaisantais pas ?» Rachel haleta en voyant Zeno, et Ginny se mit immédiatement au travail, examinant le petit garçon avec une approche professionnelle. « Il s'agit d'une morsure d'un mâle adulte », a-t-il précisé après une vérification minutieuse. Parfois, les ours mâles tuent d'autres oursons pour ramener la femelle en chaleur. Ce petit bonhomme a eu de la chance que sa mère ait réussi à le sauver et à vous l'amener. C'est incroyable qu'il ait choisi un humain. Peut-être qu'il vous surveillait avant de faire quelque chose d'aussi désespéré. Cette pensée m'a fait frissonner. Dire qu'un animal sauvage aurait pu m'observer, me juger avant de me confier ce qu'il avait de plus précieux. Jean et Rachel ont passé plusieurs heures à panser les plaies, à administrer des antibiotiques et à redonner des liquides au petit corps. Quand ils sont partis, le chiot respirait plus facilement et sa patte était bandée de manière professionnelle. Nous vous laisserons des médicaments et des instructions, a déclaré Yin en rassemblant ses affaires. Mais quand il commencera à aller mieux, tu devras le remettre dans la nature. Il ne pourra pas rester avec toi pour toujours, Aden. J'acquiesçai, même si au fond je sentais déjà à quel point je m'attachais à cette petite créature qui s'était battue pour sa vie devant moi. Au cours des 2 semaines suivantes, le chiot a récupéré étonnamment rapidement. Ses blessures ont guéri, il a retrouvé l'appétit et a commencé à faire preuve de curiosité pour le monde qui l'entourait,
explorant ma maison avec de plus en plus de confiance. Je l'ai nommé Basté parce que cela semblait être la bonne chose à faire, même si je savais qu'il valait mieux que de nommer un animal sauvage, de m'attacher à quelqu'un qui devrait bientôt retourner à sa place. La mère ours revenait tous les jours. Parfois il s'approchait de la maison, mais le plus souvent il restait à distance, toujours en alerte, toujours aux aguets. Il lui laissait de la nourriture, qu'il acceptait parfois et parfois ignorait, comme s'il ne voulait pas dépendre de l'aide humaine plus que ce qui était strictement nécessaire. Un jour, alors que Basté se déplaçait avec confiance dans la maison, jouait et essayait même de grimper sur les meubles, j'ai reçu la visite surprise du shérif adjoint Henry. « Aden, j'ai entendu dire que tu avais un ours qui vivait avec toi et que sa mère avait élu domicile sur ta propriété, a-t-elle déclaré, à l'endroit au but puisqu'elle se tenait au même endroit où 2 semaines plus tôt la mère ours se tenait avec son petit dans la gueule. Je n'ai pas essayé de nier l'évidence. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle m'écoutait les bras croisés et le visage déformé. Quand j'ai fini, il a juste dit, « Tu as beaucoup de chance que personne n'ait été blessé. » Mais c'est un problème, Aden. Les services de la faune le savent déjà. Il prévoit de venir dans 3 jours pour prendre le petit et peut-être aussi déplacer la mère. Je peux les retarder un peu, mais c'est votre décision. Vous devez faire quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de regarder Basté recroquevillé dans son nid de couverture, si chaud, si en sécurité et si mauvais pour un animal sauvage. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le garder ici pour toujours, qu'elle ne pouvait pas l'élever comme un animal de compagnie, qu'elle ne pouvait pas lui enlever la chance d'être ce pourquoi il était né, un ours libre dans les forêts du Doran. Et en même temps l'idée de le laisser partir me faisait tellement mal. C'était comme m'arracher un morceau de moi-même. Le matin, j'ai pris une décision. Je n'allais pas attendre l'arrivée des services de la faune. Il n'allait pas attendre que la maman ours ait le courage de venir le chercher. J'ai soigneusement placé Basté dans un grand récipient recouvert de ses couvertures familières. J'ai ajouté son jouet préféré, une vieille balle de tennis, et lui ai donné de la nourriture pour la route. Ensuite, je suis monté dans mon camion et je suis allé dans les bois jusqu'à un endroit que je pensais être près de la tanière de la mère ours. J'ai roulé lentement à travers les sentiers boisés, surveillant attentivement les signes d'activité des ours, jusqu'à ce que j'arrive à une petite clairière entourée d'épinettes épaisses. J'ai arrêté le camion et je suis sorti. J'ai ouvert la poubelle et Basté a cligné des yeux dans la lumière vive, reniflant les odeurs familières de la forêt. « C'est ta vraie maison, petite, dis-je, sentant une boule se former dans ma gorge. » Je reculai, lui laissant la place de sortir et de regarder autour de moi par lui-même. Il fit quelques pas hésitants, puis s'arrêta et me regarda comme s'il se demandait ce qui se passait, pourquoi nous étions là. Et puis nous avons tous deux entendu le bruissement des branches. Du bord de la clairière, la maman ours nous observait. Elle semblait prudente, mais pas en colère. Nos yeux se sont croisés et dans le sien j'ai revu la même étrange conscience que j'avais vue le premier jour. J'ai reculé lentement, lui montrant que je ne voulais pas lui faire de mal, lui montrant que j'allais libérer son ourson et le ramener dans le monde d'où il venait. Basté restait immobile, regardant sa mère et moi, comme s'il était déchiré entre 2 mondes, entre confiance et instinct, entre chaleur humaine et appel de la nature. La mère ours émit un son doux, quelque chose entre un grognement et un ronronnement, et l'ourson se tourna vers elle. Il fit quelques pas hésitants, s'arrêta, puis encore quelques pas. Mon cœur était sur le point de se briser lorsque je vis comment la distance entre eux se réduisait, comme l'amour d'une mère réunissait 2 créatures auparavant séparées par la cruauté et le hasard. Alors qu'ils étaient presque nez à nez, Basté s'est soudainement retourné et a couru rapidement vers moi, pressant son petit visage contre mes genoux, comme pour me dire au revoir ou peut-être pour me remercier. Je ne le saurai jamais avec certitude. Je m'agenouillai et me permis, encore une fois, de caresser sa douce fourrure, lui murmurant des mots qu'il ne pouvait pas comprendre, mais qu'il pouvait peut-être ressentir. « Va vivre ta vie, courageux petit. Tout ira bien. » Puis je l'ai poussé doucement vers sa mère, et cette fois il n'a pas hésité. Avec de petits sauts, il l'atteignit, qui le renifla soigneusement partout, comme pour s'assurer qu'il allait vraiment bien,
qu'il était bien son chiot, vivant et en sécurité. Et puis il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mère Ours a levé la tête et m'a regardé directement et, à mon grand étonnement, a fait un léger signe de tête avant de se retourner et de s'éloigner lentement dans la forêt, conduisant son ours, qui s'est retourné une seule fois avant de disparaître pour toujours dans les arbres. Je suis resté longtemps dans la clairière, ressentant un étrange mélange de tristesse et de paix, de perte et de réussite, comme si je fermais le dernier chapitre d'un livre que je n'avais jamais pensé écrire, mais qui m'avait changé à jamais. Je retournais dans ma maison vide, qui me paraissait désormais trop calme, trop spacieuse, sans le petit tourbillon brun qui chamboulait tout. J'ai rassemblé les couvertures, les jouets, les bols, toute trace de la chambre de Bastet, et les ai emballés dans une boîte que j'ai emportée au grenier, sachant que je n'en aurais plus besoin, mais incapable non plus de m'en séparer. Les mois passèrent. Je suis retourné à ma vie habituelle, écrivant mon livre, marchant dans la forêt, profitant du silence. Mais parfois, surtout au crépuscule, je sortais sur le porche avec une tasse de thé et regardais vers la lisière de la forêt, sachant que quelque part parmi les arbres vivait un ours qui avait autrefois dormi sur mon canapé et bu du miel dans ma main. Et puis, un matin d'automne, je suis sorti et j'ai vu un petit cadeau sur le porche, une poignée de clôtures sauvages matures, soigneusement disposées en petits tas, comme si quelqu'un avait pris la peine de les ramasser. Il n'y avait personne, mais je savais qui avait fait ça. J'ai souri et j'ai regardé vers la forêt, où j'ai cru voir le scintillement d'une ombre, peut-être juste un jeu de lumière, ou peut-être la mère et son petit, qui avaient autrefois fait partie de ma vie, me faisant savoir qu'ils allaient bien, qu'ils se souvenaient. Depuis, chaque automne, lorsque les feuilles commencent à changer de couleur, je trouve des petits cadeaux sur mon porche, des clôtures, des pommes de pin, et même une fois un beau rocher, comme si quelqu'un essayait de dire « Nous sommes toujours là. Nous nous souvenons, nous sommes reconnaissants. » Et cela me rappelle que parfois les rencontres les plus importantes de notre vie se produisent sans avertissement et que les liens les plus profonds se nouent dans les moments où on s'y attend le moins. Aujourd'hui, pendant que j'écris mon livre, je pense souvent à cette maman ours qui m'a confié ce qu'elle avait de plus précieux et à l'ours qui m'a appris qu'aimer, c'est savoir lâcher prise. Dans un monde où la frontière entre le sauvage et l'apprivoisé semble si claire, ils m'ont rappelé que la compassion ne connaît pas de frontières et que la confiance peut s'établir dans les endroits les plus inattendus, en surmontant la peur et les préjugés. Et lorsque les visiteurs me posent des questions sur le petit ours en bois sur ma bibliothèque, je souris et leur dis que ce n'est qu'un souvenir du Derax. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus, un souvenir de ces quelques semaines au cours desquelles ma maison est devenue le refuge d'une créature sauvage et je suis devenu, ne serait-ce que pour un temps, le gardien d'une vie que mon devoir n'a jamais été de préserver, mais seulement de protéger avant de la rendre à son propriétaire légitime, la forêt infinie et la mer qui n'a jamais cessé d'attendre.